Salut tout le monde. Après vous avoir déjà présenté plusieurs sujets sur des modèles iconiques qui ont servi de base pour des créations plus ou moins délirantes, aujourd'hui je m'attaque à des modèles imaginés par des bureaux d'études qui auraient pu être commercialisés, mais qui finalement sont lestés lettres mortes. S'il y a bien une chose qui m'a toujours fasciné dans le monde de l'automobile, ce sont les concept cars et les prototypes qui sortent tout droit de l'imagination des designers. Bien sûr, je ne suis pas insensible au glouglou d'un gros V8 américain, et j'adore aussi écouter rugir les belles mécaniques quand je traîne au bord des circuits. Mais plus que ça, ça a toujours été le design qui m'a attiré vers l'automobile. Il faudra d'ailleurs que je vous en fasse un épisode sur l'évolution du style automobile au cours des décennies. Je pense que ça ferait un bon sujet, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelques prototypes et concept cars BMW qui ne sont jamais sortis en production, mais qui ont quand même parfois laissé leur empreinte sur des futurs modèles. Bref, revenons-en à nos moutons, et on commence avec la BMW Glass 3000 V8 Fastback Coupé. Bah oui, pourquoi faire court? Vous remarquerez que ce coupé n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a pu connaître chez BMW, et qu'elle porte une double dénomination, BMW et Glass. Eh bien ce n'est pas par hasard. Dans les années 50, Glass est un constructeur d'engins agricoles qui s'était mis en tête de passer à la construction automobile. Contrairement à un Lamborghini qui était passé du tracteur à la supercar V12, Glass a commencé lui par des microcars, les gogo mobiles. Mais fort de son petit succès, Glass a tout de suite voulu voir grand en passant de la microcar à la GT sportive, avec des GT 1300 et 1700 en 63, suivi d'un coupé 2600 V8 en 65. Mais à vouloir aller trop vite, Glass s'est mis en difficulté financière, ce qui a représenté d'ailleurs une belle opportunité pour BMW, qui à l'époque cherchait justement à s'agrandir. En 1966, BM achète donc la marque et son usine de Dingolfing et décide de profiter des GT de Glass pour continuer à produire les coupés sous la marque BMW Glass jusqu'en 1967. Et en parallèle, on va aussi en confier un exemplaire au designer Frua pour en faire une étude de style coupé fastback, ce qui était très en vogue à l'époque. Et c'est comme ça que Frua va proposer cette superbe version, équipée d'un moteur V8 3 litres de 160 chevaux. Présentée sur plusieurs salons de 67 à 69, l'accueil du public a été très chaleureux, mais la marque à l'hélice ne lui offrira aucun avenir autre que celui de la collection. En effet, à cette époque, la maison mère travaillait déjà sur le coupé 3 litres CS, plus moderne, plus conforme aux lignes de la marque, ce qui serait moins déroutant pour la clientèle. Ce modèle, initialement rouge, a été entièrement restauré en 2015 avant d'être vendu aux enchères en 2020 pour la modique somme de 210 000 €. Le moins que l'on puisse dire, c'est que BMW ne manquait pas d'ambition dans les années 80. Non contente d'avoir installé un V12 sous le capot de la série 7 E32 en 87, la marque Aleis avait également envisagé un V16 avec un premier prototype baptisé 767IL Goldfish, en référence à sa cylindrée de 6 litres 7 et au développeur de moteur Adolf Fischer. Bon, même si la référence est sympa, Goldfish, ça veut quand même dire poisson rouge, et là franchement, je vois pas le rapport, mais bon, passons. Le problème avec ce moulin, c'est qu'il était tellement gros que le compartiment moteur n'avait même plus assez de place pour les radiateurs, qui devaient refroidir le monstre de plus de 400 chevaux. Les ingénieurs ont donc dû trouver une solution assez originale en les plaçant tout simplement dans le coffre. Et pour une meilleure aération, ils n'ont rien trouvé de mieux que de creuser d'énormes ouïes dans les ailes et de placer une grille d'aération dans la malle arrière. Alors vous l'avez compris, il était hors de question de sortir ce genre de berline familiale avec des radiateurs dans le coffre, mais la marque n'a pas jeté l'éponge pour autant. En 1994, alors que les bureaux d'études préparaient la sortie de la nouvelle série 7 E38, ils ont ressorti l'idée du V16 des cartons pour le caler dans une version rallongée de leur berline. Abaissé à seulement 348 chevaux, le V16 et ses radiateurs peuvent ainsi tenir sous le capot grâce à un châssis rallongé de 45 cm. Mais personnellement, je trouve que ça rend le dessin complètement déséquilibré. Finalement, le projet s'est arrêté après une centaine de kilomètres d'essais sur le circuit de Nardo en Italie, sans doute jugé trop extravagant. Je pense donc qu'on ne reverra jamais un si gros moteur chez BMW, mais si vous avez envie d'entendre chanter un V16, allez voir ce que vient de nous sortir Bugatti, vous n'allez pas être déçus. Dans les années 90, les termes monospace et électrique n'étaient pas ceux qu'on utilisait le plus ensemble en matière d'automobile, et surtout pas chez BMW.
ça pue. Pourtant, en 1991, la marque Allelys va étudier un petit monospace compact codé Z11 et 100% électrique. Équipé d'un petit moteur d'à peine 45 chevaux et de 200 kg de batterie, il offrait à peine 200 km d'autonomie dans les meilleures conditions et une vitesse de pointe de 120 km/h. Et en plus, il lui fallait 6 à 8 heures pour se recharger grâce à un câble caché derrière un des haricots de la calandre. Bref, cet exemplaire n'ira pas loin de toute façon, puisqu'il finira par prendre feu. Mais BMW ne baisse pas les bras pour autant et revient à la charge en 93 avec le Z15, c'est-à-dire le E1 de nouvelle génération. Plus grande de 15 cm que la Z11, elle donne plus de place aux passagers arrière et propose une ligne plus musclée avec des ailes élargies et une bande de pare-chocs plus étroite. La structure en aluminium a été développée en utilisant la technologie dite Space Frame, et la carrosserie est en grande partie constituée de panneaux en plastique recyclable, mais aussi en alu pour alléger la caisse. Mais la plus grande nouveauté se trouve sous le capot, puisque côté motorisation, il y avait le choix entre 3 solutions. La première, c'était un moteur purement électrique, le même que dans la Z11 mais un peu plus évolué, directement positionné au-dessus de l'essieu arrière avec les batteries sous la banquette et qui vous promettait de ne mettre que 6 secondes pour passer de 0 à 50 km/h. La deuxième solution, c'était une version 100% thermique, équipée sous le capot du moteur de moto K1100 dont la puissance avait été descendue à 82 chevaux, mais optimisée pour fonctionner dans une voiture grâce à plus de couple. Bon, dans ce cas-là, finalement, rien de bien neuf, vous allez me dire. Elle a tout d'une petite citadine, légère, maniable, peu gourmande, si ce n'est sa ligne originale et que c'est une traction, ce qui est assez rare chez BM quand même. Enfin, la troisième version, je suis sûr que vous la voyez venir. Une version électrique, une version thermique, et bien la troisième sera une hybride. Elle reprend donc les mêmes motorisations que les deux précédentes, mais avec des batteries réduites pour laisser la place à un réservoir d'essence de 40 litres. Elle cumule ainsi tous les avantages avec la possibilité d'être 100% électrique pour les petits déplacements du quotidien et de pouvoir prendre la route si nécessaire pour des déplacements un petit peu plus longs. Finalement, même si le projet ne donnera pas suite à un modèle de série, dans l'immédiat, on en retrouvera l'esprit presque 20 ans plus tard dans la première BMW électrique, la i3. Comme la Z15, elle en reprend le style monospace avec des motorisations soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables grâce à un moteur de moto qui sert de prolongateur d'autonomie. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais avec sa bouille de mini-space et sa carrosserie en alu, je me demande si l'Audi A2, qui a été un véritable gouffre pour la marque, n'était pas allé jeter un petit coup d'œil discret du côté de chez BMW. Bon, ça, ce n'est que mon avis, mais avouez quand même que BM a bien fait d'attendre que le marché soit prêt avant de sortir la i3, même si malgré tout, ça n'a pas été le succès commercial attendu. S'il y a bien une période où BM a vraiment connu une rupture stylistique, c'est bien à l'aube du XXIe siècle. Et cette petite révolution, on la doit à un seul homme, Chris Bangle. Appelé par BMW parce que les dirigeants et les actionnaires de l'entreprise voulaient changer complètement de direction et abandonner définitivement le style qui était encore défini par l'Autrichien Boyke Boyer dans les années 60, c'est à lui qu'on devra entre autres la série 7 E65, la série 5 E60 ou encore le coupé Z4. Mais avant de sortir ces modèles assez controversés, il s'était d'abord fait la main en présentant un concept qui allait inspirer la suite de son travail, le coupé Z9, avec un Z qui ne veut pas dire Zorro, mais Zukunft, c'est-à-dire futur dans la langue de Goethe. À l'avant, on découvre donc un long capot bombé et le double haricot qui s'affine et s'étire en largeur. Sur les flancs, ce sont les successions des surfaces complexes et de longues arêtes qui se prolongent sur le capot et qui montrent le début du style Edge Design. Enfin, on retrouvera cet arrière au design si particulier sur la future série 6 E63. Bon, bien sûr, les grandes portes papillons ne sont là que pour le délire designer, mais elles permettent quand même d'accéder facilement à un intérieur qui lui aussi tranche littéralement avec ce que l'on avait l'habitude de trouver dans une BM des années 90. Fini le tableau de bord orienté vers le conducteur avec tous ses boutons, dans la Z9, le style est minimaliste. Toutes les fonctionnalités de la radio à la climatisation sont commandées à partir d'une seule molette sur la console centrale via un écran. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, le e-drive qu'on retrouvera à partir de 2001 sur la série 7, et puis progressivement sur tous les autres modèles. Malgré un accueil très froid au Salon de Francfort de 99 par un public assez décontenancé, il faut le dire, par ce nouveau style, la direction de BM va quand même demander à Chris Bangle de continuer dans ce sens. Et c'est comme ça qu'à peine un an plus tard, Bangle va dévoiler le concept du cabriolet Z9. La version ouverte était plus courte avec 4,76 m de long, plus légère et bien sûr sans les lourdes portes papillons du Z9. Sur le plan mécanique, au lieu du V8 de 245 chevaux de la BM 740D qui équipait le Z9, la version cabriolet du concept opte pour un V8 essence de 4,4 litres de 286 chevaux, le même que celui de la 540i. Le Z9 découvrable présentait aussi un habitacle plus avancé, plus proche de celui d'une voiture de série.
Le tunnel central, la partie supérieure du tableau de bord et le système d'infodivertissement avec moniteur central étaient modernes et bien exécutés et montraient clairement à quoi ressembleraient les futurs BMW de production, comme le cabriolet série 6. Pourtant, même ce cabriolet Z9 n'aura pas réussi à conquérir le cœur des passionnés. Mais vous vous doutez bien que Bangle ne s'est pas contenté que de ce concept, alors on va passer au suivant. Après la mode des gros SUV des années 2010, on voit depuis peu arriver chez tous les constructeurs des sortes de SUV coupés, des coupés SUV en quelque sorte. Quand tout le monde a hurlé en voyant le premier X6 en se demandant ce que c'était que ce truc énorme et tout bizarre, aujourd'hui c'est presque devenu la norme dans toutes les concessions. Alors à l'origine de tout ça, il y a ce concept, une sorte de coupé 2+2 à mi-chemin entre un Z4 rehaussé et un X5. D'ailleurs l'intérieur est celui d'un Z4 auquel on a juste rajouté 2 sièges à l'arrière, mais c'est à l'extérieur qu'il se distingue vraiment. D'abord parce qu'en 2004, c'était du jamais vu, et même encore aujourd'hui, je crois pas qu'on trouve quelque part un autre SUV coupé 2 portes. Côté style, on retrouve les traits caractéristiques du style Bangle, le Flaming Surfacing, qui s'inspire de la forme d'une flamme qui danse dans le vent, avec de nombreuses arêtes qui délimitent des formes à la fois concaves et convexes, et les rétroviseurs contiennent même des projecteurs. Mais si la forme générale était déjà innovante, c'est surtout l'arrière qui représente le plus d'innovation, avec une lunette arrière modulable composée de plusieurs panneaux coulissants qui auraient permis aux clients de transporter leur vélo. BMW ne dit pas les raisons pour lesquelles cet étonnant projet n'a pas franchi la cape de la série. Mais après mûre réflexion, en 2007, la marque a préféré s'orienter vers le segment des SUV coupés, avec une BMW X6 plus spacieuse, dotée de 4 portes et d'un rayon plus classique. En 2009, après 10 ans d'un travail que personnellement j'adore, le créatif américain a quitté l'entreprise et a été remplacé par Adrian van Hooijdonk, un designer néerlandais qui avait été formé par Bangle lui-même. Alors bien sûr, BMW a produit des dizaines d'autres concepts plus ou moins originaux, et je n'en ai choisi que quelques-uns pour illustrer cette vidéo. Mais si BMW a produit autant de concepts qui ont fini aux oubliettes, c'est aussi le cas de tous les autres constructeurs, et c'est pour moi une formidable source d'idées pour de futures vidéos. Alors vous connaissez la manœuvre, mais si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur le même thème, abonnez-vous, mettez la cloche assortie d'un petit pouce en l'air qui fait plaisir, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!